Le bilan de l'incendie survenu à la frontière de Sémékraké ce samedi 23 septembre 2023 s'est alourdi. À l'heure actuelle, on déplore 35 morts dont 2 bébés. Dans cette tragédie qui endeuille tout le peuple béninois, on dénombre également 20 blessés transférés au CNHU de Cotonou et 38 au moins ont été transportés au centre hospitalier départemental de Lomé à Porto-Novo pour des soins intensifs. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. À noter que les ministres de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires sociales étaient au chevet des blessés. Cet incendie a entraîné beaucoup de bruit au point où les populations alertaient les services de secours, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59. Et 6 minutes après, le premier camion était déjà là, puisqu'on avait des ambulances et un camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus, le centre de Sémé, le centre de Porto-Novo et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Je ne vais pas aller dans les détails, mon collègue de la santé va y revenir. Un brûlé de degrés assez importants avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%, donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des jeunes enfants dedans. Et dès qu'ils sont arrivés, l'équipe médicale qui a été déjà mobilisée avant leur arrivée s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Tout cela bien sûr sur instruction du chef de l'État gratuitement. L'ensemble des structures devant être mobilisées pour pouvoir faire en sorte que tous les intrants dont l'équipe médicale aura besoin a été activé, aussi bien sur le plan des équipements que sur le plan des intrants, des médicaments et autres de prise en charge. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire qu'avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Prise en charge donc, de tous les soins médicaux est gratuite. Tous les consommables qui sont utilisés ont été servis. Donc on assure donc, cette gratuité et parallèlement, nos assistants sociaux également s'organisent pour assurer également une assistance psychosociale, une assistance psychologique parce que comme vous le savez, les cas de brûlés occasionnent un grand traumatisme pour ceux qui sont conscients et également pour les familles. Nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'une cellule d'écoute, soit à Sémé ou à Porto-Novo, pour qu'on puisse venir à cet endroit-là pour prendre des informations. Le bilan de ce drame excède celui de Dassazoumé, une tragédie qui interpelle sur la vente de l'essence frelatée au Bénin. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Béjro-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivées depuis le mois de juin, sont en train d'être installées. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs
pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Donc il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertis, formés, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir leur famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. L'objectif final, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures. Ceux qui sont là-dedans sont des professionnels dont on maîtrise la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution. Et les autres acteurs ont des activités décentes pour nourrir leur famille. À travers un message radio du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akothéon donne un ultimatum au préfet afin qu'il déclare tous les entrepôts de vente d'essence de contrebande au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au plus tard le mardi 26 septembre 2023 à 17h. Le message radio du ministre de la décentralisation intervient suite à l'incendie de Sémécraké samedi 23 septembre 2023 qui a fait des dizaines de morts et de blessés. Le message du ministre a pour objectif de faire le point des sites d'essence dans les villages et quartiers de ville, toute chose qui permettra d'éviter la survenance de pareilles situations dans d'autres localités. Le ministre Raphaël Akothéon demande au préfet de prendre les dispositions nécessaires au fin de faire le point exhaustif des sites d'entrepôt d'essence qui se trouvent dans les villages et quartiers de ville de leur circonscription administrative. Les maires et les secrétaires exécutifs seront mis à contribution pour cette opération. Le point centralisé de chaque préfecture est attendu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le mardi 26 septembre 2023 à 17h, au plus tard, souligne le message du ministre. Le numérique, nous y voilà, nous y sommes. Parce que quand ce métier a commencé, quand il s'exerçait, beaucoup d'ici vous diront que c'était d'abord du papier, ensuite ça s'est élargi à la radio, ça a touché la télévision et nous sommes aujourd'hui au numérique. Et la question qui est déterminante à cette étape de la présentation, quand on parle de l'éthique et de déontologie, et j'ai tantôt dit qu'il s'agit de l'éthique et de déontologie du journaliste, mais c'est qui le journaliste? Surtout à l'épreuve du numérique. Est-ce que le premier venu qui a un blog peut se dire journaliste? Est-ce que, parce que aujourd'hui, j'ai un iPhone, je peux dire que je suis journaliste? Et à partir de ce moment-là, commencer à écrire et me prévaloir de cette carte de journaliste et revendiquer, réclamer à corps et à cri auprès de la RAC ma carte de presse. La loi a réglé la question. L'article 21 du Code de l'information dit que le journaliste, c'est plusieurs personnes à la fois, en réalité, parce qu'on a voulu, dans une définition consensuelle cernée de journaliste, qui amène à ce que beaucoup, quand même, peuvent se prévaloir de ce titre-là. D'abord et premièrement, c'est celui qui a fait une formation dans une école agréée par l'État et qui a exercé pendant au moins 2 ans, qui peut se prévaloir de la qualité de journaliste. Mais ensuite, celui qui a un diplôme professionnel, un diplôme de l'enseignement supérieur, licence ou diplôme équivalent, qui a également exercé pendant 2 ans, celui-là, on peut l'appeler journaliste. Mais la définition qui m'intrigue et qui permet un fourre-tout, c'est la 3e catégorie. Et là, tout le monde, moi y compris, je peux dire que je suis journaliste, parce qu'on dit c'est celui-là qui exerce son activité dans une entreprise de presse. Donc, si j'exerce mon activité dans une entreprise de presse, je peux être journaliste à condition que ce soit ma principale source de revenus.
Le Niger accuse Antonio Guterres d'avoir empêché la participation de ses délégués à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour Niamey, le patron de l'ONU a plutôt accédé à la demande de l'ex-ministre des Affaires étrangères, actuellement poursuivi pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. Avec la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Niger avait choisi d'envoyer son nouveau ministre des Affaires étrangères. Pour les autorités, ces agissements du secrétaire général de l'ONU sont susceptibles de saper tout effort de sortie de crise. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. De son côté, le porte-parole d'Antonio Guterres a rejeté les explications avancées par le Niger, affirmant que cette décision émane de la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale et non du secrétaire général unilatéralement. Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur du pays. Dans une interview diffusée sur la chaîne France 2, Macron a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président déchu Mohamed Bazoum et l'avait informé de cette décision. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la... Les tensions entre la France et le Niger se sont intensifiées ces dernières semaines, après la destitution de son président démocratiquement élu, lors d'un coup d'État. Cette annonce constitue un coup dur porté à la politique de la France en Afrique. Les troupes françaises s'étaient également retirées du Mali et du Burkina Faso voisins ces dernières années, à la suite de coups d'État dans ces pays. Au Ghana, plusieurs personnes appartenant au mouvement Démocratie Hub ont battu le pavé pendant 3 jours pour faire entendre leur voix contre la cherté de la vie. Sous le hashtag Occupy Julorby House, ils ambitionnaient de manifester près du palais présidentiel avec un message clair. Nous ne sommes que des Ghanéens. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nourriture, d'eau, de vêtements. Nous voulons pouvoir prendre soin de nos mères et de nos pères. Au premier jour de la manifestation, jeudi 21 septembre, la police a fait usage de la force pour disperser les rassemblements. 50 personnes avaient même été arrêtées avant d'être relâchées. Des arrestations qui avaient suscité la colère des manifestants. Que le président Akufo-Addo et les services de police du Ghana sachent que chaque fois que quelqu'un résiste au changement pacifique, le changement par la violence se produira. Nous ne voulons pas nous engager dans la violence, mais s'ils nous poussent à bout, nous n'aurons pas d'autre choix. Malgré ces difficultés, la manifestation s'est poursuivie les 22 et 23 septembre sans que le mouvement ne parvienne à ses fins, la police ayant érigé des barricades. En fin de compte, au bout, il y a la prospérité et la liberté. La liberté que nos ancêtres nous ont promis. Mais nous ne devons pas céder parce que les forces qui cherchent la chute de cette république sont bien vivantes. Elles contrôlent les institutions de l'État, la justice, la police, l'armée, mais elles ne peuvent pas contrôler la rue. Nous leur avons montré que lorsque toutes les institutions de ce pays sont sous contrôle et qu'elles sont inaudibles, la rue parle plus fort que jamais. En plus de la lutte pour de meilleures conditions de vie des Ghanéens, le mouvement a récemment indiqué son opposition à la participation de leur pays à la mission militaire envisagée par la CEDEAO au Niger.
Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a reçu vendredi le président mozambicain Filipe Nyusi au Pentagone. Une rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes violents au Cabo Delgado. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur d'autres questions, notamment le renforcement de la sécurité maritime. Le terrorisme reste une menace importante pour la sécurité régionale et nos deux pays ont souffert du terrorisme. Et nous sommes dans le même bateau. Nous sommes donc profondément reconnaissants de votre partenariat pour lutter contre les groupes extrémistes violents dans le nord du Mozambique et de votre coopération avec les pays du Sud. La SADC, l'Union européenne et d'autres démontrent la puissance du partenariat dans la lutte contre l'extrémisme violent. Je tiens à vous remercier très sincèrement, ainsi que le président Biden et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour le soutien dont nous bénéficions dans différents domaines allant de l'économie à la santé et à la sécurité. La province de Cabo Delgado au nord du Mozambique est aux prises avec une insurrection menée par des militants liés au groupe État islamique. Un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un point de contrôle a fait samedi au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Beledweyne dans le centre de la Somalie. La déflagration a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentours, dont certains se sont effondrés. Ce qui s'est passé est une tragédie nationale et les mots ne peuvent exprimer notre chagrin. Vous pouvez imaginer à quel point cette zone était densément peuplée. Il y avait 3 garages très proches les uns les autres, abritant un grand nombre de véhicules. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée par les Chebabs islamistes qui mènent depuis plus de 15 ans une insurrection armée contre le pouvoir somalien. Le gouverneur de la région de Hiran dont dépend Beledweyne est arrivé sur les lieux du drame. Étant donné que le nombre de victimes ici est choquant, les organismes gouvernementaux tels que la police et les services d'urgence examinent actuellement la situation pour déterminer le nombre exact de décès et de blessures causées par cette explosion. Les secours s'employaient à extraire des décombres des habitants pris au piège. Cette attaque survient alors que la Somalie a demandé cette semaine à l'ONU un report de 3 mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévu d'ici fin septembre. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, a invité la communauté internationale à opter pour la coopération afin de relever les défis actuels plutôt que de privilégier des choix géopolitiques qui exacerbent les tensions. L'Éthiopie appelle tous les États membres à s'engager à nouveau en faveur de la Charte des Nations Unies. Le maintien du statu quo ne fera pas avancer notre intérêt commun qui est d'assurer la paix et la prospérité. Nous devrions travailler collectivement à la mise en place d'un système multilatéral inclusif afin de renouveler notre solidarité mondiale. S'il a salué les efforts de financement entrepris pour aider l'Union africaine dans ses opérations de soutien à la paix, le chef de la diplomatie éthiopienne a toutefois appelé à lever les sanctions économiques appliquées aux pays en développement. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, plusieurs personnes ont manifesté dans les rues de cette ville pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme dans le monde. Des Sénégalais ont brandi des pancartes critiquant la détention de l'opposant Ousmane Sonko, qui devrait être privé de concourir à la présidentielle de 2024. Nous voulons pouvoir choisir qui sera notre président. Nous sommes en 2023, nous voulons choisir. Nous ne voulons pas que la France choisisse à notre place. Nous ne voulons pas que Macky Sall choisisse pour nous. Et nous savons ce qui se passe actuellement dans le monde. Quand ils ne disent rien, c'est parce qu'ils sont avec Macky Sall, Biden, la France, eux tous. Je protesterai toujours si l'Amérique me donne l'occasion de protester. Je protesterai toujours. Je vis bien ici, mais qu'en est-il de ma famille? Qu'en est-il de mes parents, de mes amis? Certains se blessent, d'autres se cassent la jambe à cause de la police. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas la liberté. Sérieusement, en Angola, nous n'avons pas la liberté.
L'Assemblée générale de l'ONU n'a pas donné lieu seulement à des manifestations spontanées. Des ONG sont venues formellement défendre leur cause. La façon dont nous interagissons et communiquons les uns avec les autres est vraiment différente de la façon dont nous interagissons lorsque nous sommes comme dans une boîte sur un écran. Vous perdez les connexions personnelles. Les choses qui se produisent en marge des discussions contribuent à son succès. Des dizaines de milliers de personnes avaient également manifesté dans les rues de New York réclamant plus d'actions contre le changement climatique, 2 jours avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies. Après une manifestation des habitants de Derna, les autorités de l'Est ont tenté d'apaiser les tensions en annonçant la tenue le 10 octobre prochain d'une conférence internationale pour la reconstruction de cette ville dévastée par des inondations meurtrières. Elle devrait présenter ce jour des projets modernes et rapides pour rebâtir la ville sinistrée et d'autres villes de l'Est. Les gens sont en colère, les gens souffrent, nous souffrons aussi. Nous faisons partie du peuple, nous ne leur sommes pas étrangers, donc nous ressentons ce qu'ils ressentent. Personnellement, j'ai perdu plus de 20 membres de ma famille dans cette situation. Vous devez écouter très attentivement la colère du peuple. Leur voix atteint et émue toutes les institutions du pouvoir et les hommes politiques en Libye. Cela conduira à une enquête sur tout ce qui s'est passé, sur ceux qui sont responsables. La participation d'autres pays à une telle conférence reste la véritable inconnue dans cette équation, car pour de nombreux pays, le gouvernement de l'Est n'est pas internationalement reconnu. Les pays donateurs vont-ils vraiment venir ou attendront-ils une conférence convoquée par Béba, ou y aura-t-il 2 conférences comme s'il y avait 2 gouvernements? Mais cette polarisation politique a nui aux Libyens. Les autorités de l'Est ont été accusées d'imposer un blackout à Derna après que les réseaux téléphoniques et Internet ont été coupés mardi soir durant 24 heures et des journalistes priés de quitter la ville au lendemain d'une manifestation. Pour son 3e marathon terminé, l'Éthiopienne Tigst Assefa a écrit à 26 ans une page de l'histoire de l'athlétisme, en améliorant le record du monde féminin de plus de 2 minutes en 2 heures 11 minutes et 53 secondes. Un bond jamais vu depuis plus de 40 ans. En septembre 2022, la jeune athlète avait déjà fait sensation sous la porte de Brandenburg pour son 2e marathon. Cette victoire montre à quel point un entraînement rigoureux et une bonne préparation sont importants. Et pour l'Éthiopie en tant que pays, ce sera probablement un grand coup de pouce pour les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques. Chez les hommes, Eliud Kipchoge a dépassé l'Éthiopien Haile Gebrselassie au palmarès du marathon le plus rapide de la planète, 5 mois après son échec à Boston. Le Kenyan n'a certes pas amélioré son record du monde, mais s'est toutefois imposé pour la 5e fois à Berlin en 2 heures, 2 minutes et 42 secondes. C'est une réalisation spéciale, gagner le marathon de Berlin 5 fois. Il y a eu des traces de ce que j'ai fait à Berlin. J'ai raté le record du monde, mais quelque chose d'autre est arrivé. Je suis l'humain le plus rapide à Berlin. Le défi du triplé olympique s'annonce périlleux avec une concurrence densifiée incarnée par l'émergence de son jeune compatriote Kelvin Kiptum qui s'est approché à 16 secondes du record du monde de Kipchoge à Londres en avril et qui sera au départ du marathon de Chicago le 8 octobre. Le marathon de dimanche à Berlin a été perturbé par les militants du mouvement Last Generation qui ont jeté de la peinture orange sur la piste.